gamme. Il est arrêté le 14 mai 2008. On le soupçonne d'être un terroriste islamiste potentiel. À l'époque, je faisais des recherches pour ma thèse. Je comparais la tactique militaire d'Al-Qaïda en Irak à celle du Hamas en Palestine. En faisant une recherche par mots-clés sur Al-Qaïda, je suis tombé sur un document intitulé « Manuel d'entraînement d'Al-Qaïda » sur le site web du département américain de la justice. Dans le cadre de ses recherches, Rizwan télécharge le manuel d'entraînement d'Al-Qaïda sur son ordinateur. Il le transmet à son ami Hicham, employé dans l'administration de l'université, et qui par ailleurs le conseille pour sa thèse de doctorat. Un autre salarié de l'université a accès à l'ordinateur dont se sert Hicham. Il découvre le manuel et en informe la direction de l'université, qui décide alors de prévenir la police. Hicham et Rizwan sont rapidement arrêtés. Le policier est sorti de sa voiture. Il a passé un appel téléphonique, puis il est revenu vers moi, a ouvert la portière et il a dit « Je vous arrête en vertu de l'article 41 de la loi sur le terrorisme pour participation, préparation ou instigation à un acte de terrorisme. » Il m'a fait monter à l'arrière de la voiture et m'a conduit au commissariat. Certaines questions étaient très politiques. Par exemple, que pensez-vous d'Oussama Ben Laden? D'autres questions étaient totalement absurdes, comme est-ce que vous faites du camping? Je sais qu'il demande ça pour savoir si j'avais suivi l'entraînement des terroristes. Mais le problème, c'est qu'il considère maintenant les campeurs comme des terroristes potentiels. Si ce n'était pas aussi grave, c'en serait comique. Voilà le genre de questions qu'ils m'ont posées. Quand ils ont compris qu'il y avait erreur sur la personne, ils ont eu peur d'avoir des ennuis. Ce serait rendu public et on allait leur reprocher d'avoir arrêté des innocents. Alors ils se sont dit, il nous faut un bouc émissaire. On va trouver un truc louche sur ce type et on va l'expulser. Comme ça, on aura un résultat à présenter. La police interroge Rizwan et Hicham durant 7 jours. Ne trouvant aucun élément les reliant au terrorisme islamiste, elle finit par les relâcher. Mais pour Hicham, c'est une fausse joie. 2 hommes sont entrés dans ma cellule, ils m'ont fait sortir et m'ont donné un document déclarant qu'on me relâchait. Quelle joie! Mais à peine 10 secondes plus tard, 2 autres hommes sont arrivés avec un autre document et m'ont dit « Désolé, mais on vous arrête en vertu de la loi sur l'immigration. Vous n'êtes pas en règle. » Ma première réaction a été de dire « Vous plaisantez ?» Je ne pouvais pas y croire. C'était forcément une plaisanterie, même si elle était de très mauvais goût. La police tente d'expulser Hicham vers l'Algérie, dont il est ressortissant. On l'accuse d'avoir enfreint la loi sur l'immigration. Pendant plus de 6 mois, il va être traîné d'une prison à l'autre. Un comité de soutien manifeste contre son expulsion. Hicham vit en Angleterre depuis 13 ans et il est parfaitement intégré. Il est salarié de l'université, rédacteur en chef d'un magazine politique et membre d'une troupe de théâtre. Je pensais que l'université allait m'aider. Ils savaient que j'étais dans une position très difficile, que je n'avais aucun soutien, aucune famille en Angleterre. Malgré cela, ils ont décidé de ne pas prendre parti. Pire, en fait, ils ont pris parti contre moi, puisqu'ils ont aidé la police et le ministère de l'Intérieur à instruire un dossier à charge. Ça m'a beaucoup blessé, d'autant que moi, je les avais aidés pendant des années. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes articles parus dans le Guardian. Pendant des années, j'ai été la personne que la direction de l'université venait voir quand elle avait besoin d'aide pour communiquer avec les étudiants. Ça m'a ouvert les yeux. Mais c'est triste de voir qu'on ne peut plus compter sur la loyauté, l'amitié ou l'humanité de ses collègues à cause d'une culture de la peur. Les gens ont peur. C'est très triste. En août 2010, Hicham obtient enfin une autorisation de séjour après plus de 2 ans de lutte.
Il lui faudra attendre encore une année supplémentaire pour obtenir un permis de travail. Hiya. Hiya. I ordered an Al-Qaeda training manual a couple of weeks ago. I was wondering if it had arrived. I was arrested. J'ai été arrêté à cause d'un document de 140 pages qui était incomplet. Mais si j'étais allé en bibliothèque pour obtenir le même document en format papier, je n'aurais eu aucun ennui. Le manuel que détenait Rizwan Sabir et pour lequel il a été arrêté n'a rien à voir en fait avec Al-Qaïda. C'est un document d'une fraternité égyptienne datant des années 1940 ou 50. C'est le FBI qui l'a appelé manuel d'entraînement d'Al-Qaïda. Il voulait un nom plus effrayant pour que les personnes arrêtées aux États-Unis avec ce document soient plus facilement condamnées par les tribunaux américains. Rod Thornton est l'un des enseignants de Rizwan. Il a critiqué publiquement l'attitude de l'université après l'arrestation d'Hicham et Rizwan. Ces critiques lui ont valu une suspension immédiate. In 2008, 2 innocent men were reported to the police for being in possession of documents available from this building behind of me. And yesterday, the Blackwell store confirmed to me in writing that the same document can be obtained from their shop. So, if the book in the library is actually out, please feel free to buy your own copy from Blackwell's. And let me assure you, it's the full version. It's not the kind of crap that you will find on the United States Department of Justice. No, this is the full stuff. All the chapters completely written in a glossy cover for you to purchase for your own bookshelves. Now what do we have? When we have very, very serious allegations of misconduct being made against this university management, we have the silencing of the individual that made those allegations. Rather than looking at that report and the research which has taken 3 meticulous years to produce, we have the management sat only yards from this location ordering his suspension with immediate effect. As a university which is meant to be the beacon of tolerance, respect and dignity and rationality, it is frankly unacceptable that this behavior has happened. Finally, I think we all realize that Dr. Rod Thornton's allegations are simply allegations. We are not judge, we are not jury, and I'm sorry if there's any qualified solicitors, but I'm not a solicitor or a lawyer where I can pass judgment, which is why the only way that this issue will see closure is if there is an independent public inquiry, not a whitewash, an independent inquiry. L'arrestation de Rizwan Sabir et Hicham Yeza m'a bouleversé parce qu'elle montre que les gens acceptent très vite de croire que certaines personnes puissent être des terroristes. Dans cette affaire, on n'a pas fait toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que ce n'était pas une erreur policière. Dans une université avec une section sur le terrorisme, il est normal que des étudiants et des enseignants fassent des recherches sur le sujet. Or, la direction de l'université n'a pas pris toutes les précautions nécessaires avant d'appeler la police. Et une fois que l'enquête policière était close, elle n'a pas pris le soin de réhabiliter Hicham Yeza et Rizwan Sabir. Cette attitude m'a beaucoup préoccupé. Article 13. Liberté des arts et des sciences. Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. Mais peut-on encore parler de liberté de la recherche quand un étudiant risque d'être soupçonné d'intention terroriste après avoir consulté des documents libres d'accès ? Je suis en route pour le bureau de Vernon Coker, mon député, avec 2 objectifs en tête. D'abord, je veux m'assurer qu'il connaît les derniers développements de l'affaire et ses répercussions au sein de l'université de Nottingham, en particulier la suspension de Rod Thornton.
especially Dr. Rod Thornton's suspension. Ensuite, je veux lui demander de nous aider à obtenir une enquête publique indépendante sur l'attitude de l'Université de Nottingham. Independent inquiry into the University of Nottingham. So he was suspended subsequently. Rizwan explique la situation aux députés. L'article de Ross Thornton critique la réaction de l'université à la double arrestation et pose la question de sa responsabilité dans cette erreur policière. L'article apparut sur Internet et des extraits ont été repris dans plusieurs journaux. La direction de l'université a jugé l'article diffamant et décidé de suspendre Ross Thornton. Aujourd'hui encore, l'université refuse de s'exprimer publiquement sur la question. Vernon Coker n'a pas souhaité nous accorder d'entretien, mais il a assuré Rizwan de son soutien. I'm thinking maybe it's a wise idea if we could ask the Vice-Chancellor to reinstate Rod Thornton back, seeing that we're all here and we've got sort of big mouth. I'll go and see if security will ask the Vice-Chancellor to please honour us with his company. Let's try it. Hisham, would you like to accompany me? Security guys, no beef, only peace. Can we see the Vice-Chancellor? Can we see the Vice-Chancellor? All right, Bob. All right, Bob, how you doing, mate? You all right? Can we see the Vice-Chancellor? Yeah? Thanks. They're asking the Vice-Chancellor if he will honour us with his company. Bring Rod back! 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 I think we should all hold a 2-minute silence to highlight the ironic situation that we here standing in this Russell Group institution that has been going on for decades now should silence a respected member of staff who has dared to speak out in the public domain. If any of you read his report, he was gifted with 7 disciplinaries. Some as bizarre and as crazy as not making eye contact with his fellow colleagues. If I was disciplined in my life for not making eye contact, I would be sentenced to death. It is simply that crazy. You do not have to give up your freedom. On n'a pas besoin d'abandonner sa liberté pour vivre en sécurité. Et d'ailleurs, le plus souvent, on perd la sécurité quand on perd la liberté. Les libertés rendent la société plus forte. Elles permettent aux individus de rester connectés, de rester forts, de garder l'esprit critique. L'absence de liberté conduit à l'absence de justice. Quand vous avez été arrêté une fois, vous avez un casier judiciaire. La police garde votre ADN, vos empreintes digitales, vos empreintes de pied et des photos de vous. Et votre casier stipule que vous avez été arrêté en vertu de la loi sur le terrorisme. À la suite du 11 septembre, l'Angleterre durcit sa loi de 2000 sur le terrorisme et adopte une nouvelle loi sur la lutte antiterroriste, le crime et la sécurité. Un article prévoit que les étrangers qui sont soupçonnés de terrorisme, mais ne sont pas expulsables, puissent être incarcérés indéfiniment, sans mise en examen ni procès. Cette disposition, jugée incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme, sera finalement retirée en 2005. Dans tous les pays européens, on observe une montée de l'intolérance face aux musulmans et aux communautés musulmanes. L'islam est associé au terrorisme et les musulmans à des terroristes. Cela a conduit à des crimes de haine contre des musulmans, ainsi qu'à l'adoption de profils ethniques par les forces de police. Pour établir ces profils, les polices nationales ont besoin d'échanger des renseignements. Europol est l'agence européenne chargée de faciliter cet échange en recueillant et en analysant les informations. Europol est l'office de police européen. Nous sommes chargés d'aider les autorités nationales des États membres de l'Union européenne à lutter contre le crime organisé et le terrorisme. Ici, au siège, nous employons environ 700 experts.
Nous proposons notre aide dans le domaine des renseignements et de l'analyse. Nous collectons des données policières à l'échelle de toute l'Europe, avec pour objectif de repérer les activités des organisations terroristes ou criminelles les plus dangereuses d'Europe. Nous utilisons notre expertise pour faciliter chaque année plus de 12 000 opérations transfrontalières de grande envergure menées contre ces organisations. La police et les services secrets s'intéressent particulièrement à ce que les Allemands appellent les personnes dangereuses, à leur communication, leurs déplacements, leurs sources de revenus et leurs transferts d'argent. Pour la police allemande, une personne dangereuse est une personne qui pourrait commettre un acte grave pour des motifs extrémistes. Une personne que nous soupçonnons d'intention terroriste parce qu'elle a suivi un entraînement et exprimé ses intentions. Nous distinguons la personne dangereuse de la personne impliquée, qui peut être un chef ou un soutien. La personne impliquée n'agit pas elle-même, elle ne commet pas d'attentat. C'est la différence entre les deux. Nous estimons qu'il y a 130 personnes dangereuses en Allemagne, environ 280 personnes impliquées et 1100 personnes en tout, qui représentent le spectre complet du terrorisme islamiste sur le territoire allemand. La police allemande et le Verfassungsschutz, l'Office du renseignement intérieur, utilisent des critères très larges comme la nationalité ou la religion. Cela les conduit à soupçonner de terrorisme des personnes qui n'ont jamais commis de délit. La loi autorise la surveillance poussée d'un grand nombre de personnes sans qu'aucun élément concret ne prouve qu'ils constituent une menace pour la sécurité. On autorise par exemple la surveillance intensive des salles de prière des mosquées. Le Verfassungsschutz surveille régulièrement les entrées dans les mosquées. Il vérifie qui rentre avec qui repart et à quelle heure. Il surveille aussi des individus de manière poussée et procède à des écoutes téléphoniques. À mon sens, c'est une restriction très importante des libertés individuelles. L'insécurité qui résulte de la difficulté à identifier les terroristes conduit malheureusement à ce que nombre d'innocents qui ont pour seul tort de correspondre à un profil se retrouvent estampillés terroristes potentiels. Vienne, à 30 km de Lyon. Les Ischer ont quitté Sétif en Algérie pour s'installer ici il y a 33 ans. Ils ont élevé leurs 6 enfants dans ce quartier où la population est majoritairement d'origine maghrébine. Depuis 2 ans, ils attendent un procès équitable pour leur fils Adlen. Je m'appelle Zitouni Ischer, donc j'ai 27 ans. Je suis habitant du quartier de Lille à Vienne. Donc je suis en présence ici de bon nombre de mes amis. Et j'ai toujours vécu, à vrai dire, dans ce quartier-là, à Vienne, depuis 27 ans. J'exerce la profession d'agent de sécurité. Zitouni Ischer possède la double nationalité franco-algérienne. Il est arrêté avec son frère Adlen le 8 octobre 2009. On les soupçonne d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Alors, il était un peu avant 6 h du matin, quand en fait mon frère était en partance pour l'Algérie. Et c'est moi qui devais l'amener à l'aéroport. Et on se levait tranquillement. On s'apprêtait à prendre notre petit déjeuner dans cette cuisine. On a entendu frapper très fort, tout de suite à la porte d'entrée, des personnes qui criaient « Police, police, ouvrez !» Donc tout de suite, Adlen a été mis au sol ici. Adlen, tout de suite, deux, trois policiers l'ont menotté, l'ont mis au sol. Et pour ma part, on m'a éjecté tout de suite sur le canapé, ici, comme ça. Et on m'a menotté, comme ça. Ma mère, qui à l'époque avait 61 ans, qui est diabétique et qui est malade, on l'a tout de suite plaquée contre le canapé. Ma mère, de 61 ans. On lui a mis des menottes, on lui a passé les menottes comme ça. Ensuite, une vingtaine d'hommes sont rentrés. Donc un groupe, on va dire, mixte, c'est-à-dire
une moitié ayant des cagoules et armés jusqu'aux dents, avec des mitraillettes, et d'autres hommes en civil. Donc après, on a su plus tard que c'était la brigade de la DCRI, de la police antiterroriste française. On m'a sorti un dossier, ici, et puis un dossier pour Madeleine, avec mon nom écrit dessus, et le chef d'inculpation. Ensuite, une fois qu'on nous a fait signer ces papiers de mise en garde à vue, bon gré, mal gré, on nous a fait signer malgré nous, dans un état vraiment choqué, et on ne savait pas du tout ce qui se passait. Durant cette garde à vue de 3 jours, on a cherché à avoir un maximum d'informations, surtout, je dirais, au premier jour et au deuxième jour, où les policiers ont multiplié les interrogatoires, les auditions, de jour comme de nuit. Et à la suite de quoi, dès la fin du deuxième jour, on m'a précisé que de toute façon, ce que je disais, c'était conforme à ce qu'ils savaient déjà, apparemment. J'ai été libéré au bout de 3 jours de garde à vue. Et mon frère Madeleine est en prison à Fresnes, dans le 94, depuis 591 jours aujourd'hui. Il est un parmi 150 personnes arrêtées chaque année. Il est un parmi plus de 6000 suspects qui ont été interpellés dans les 20 dernières années. Tous avec une origine algérienne, évidemment. Madeleine, on l'a présenté comme algérien avant tout, au début. Ensuite, on a dit que c'était un franco-algérien. Donc voilà, Madeleine, c'est absolument pas un cas isolé. Il y a des co-détenus en ce moment avec lui qui souffrent de la même chose. Il y en a d'autres qui ont été détenus auparavant, qui sont relaxés maintenant. Donc voilà, la situation, elle n'est pas très gaie, entre guillemets, en France. Madeleine Ischer est physicien au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Il s'intéresse à la religion, à la philosophie et à la politique. Durant son temps libre, il navigue sur des sites internet et des forums islamistes surveillés par la DCRI, la Direction centrale du renseignement intérieur. C'est la raison de son arrestation. La DCRI le présentera comme un terroriste préparant une attaque nucléaire. Depuis octobre 2009, Madeleine est placé à l'isolement à la prison de Fresnes. Jusqu'à son arrestation, il vivait dans un petit village près de Genève où il menait une vie des plus simples. Madeleine a toujours démenti les accusations de terrorisme dont il fait l'objet. D'après sa famille, il supporte très mal son incarcération. Il espère que son cauchemar prendra bientôt fin, qu'il sera remis en liberté et pourra retourner à sa vie de chercheur. Madeleine a fait de brillantes études de physique qui lui ont ouvert les portes d'une carrière internationale. Ancien élève de l'École normale supérieure de Lyon, il poursuit ses études au laboratoire de physique des particules d'Annecy-le-Vieux, puis à Stanford aux États-Unis, ainsi qu'en Angleterre. À partir de 2006, il enseigne à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, tout en menant des recherches au CERN. Le CERN à Genève est le plus grand centre de recherche nucléaire au monde. Il est connu pour son accélérateur de particules qui permet d'étudier la composition de la matière. L'ancien directeur de thèse d'Madeleine connaît bien son travail au CERN et il est convaincu de son innocence. Non, le fait d'envisager des attaques nucléaires en France, c'est complètement ridicule. C'est une invention de la presse à sensation. C'est strictement impossible et il n'en a même pas les compétences. Il faut savoir que Madeleine, dans son travail, c'est essentiellement l'informatique, sa spécialité. Et il n'a même pas les connaissances, il n'a même pas étudié ce genre de choses, quoi. Et d'ailleurs, au CERN, ce n'est pas du tout ce qu'on fait dans notre travail de tous les jours. On fait des collisions de particules dans un accélérateur, ça n'a rien à voir avec des bombes nucléaires. Là, c'est une ineptie totale. Jean-Pierre Lys a créé un comité de soutien à Madeleine Ischer en 2010. 300 personnes protestent avec lui contre le traitement infligé aux chercheurs qui violent les droits garantis par la loi française. Article 47. Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Mais alors, comment peut-on maintenir une personne en détention depuis bientôt 2 ans sans énoncer clairement les charges qui pèsent contre elle, ni ouvrir une procédure judiciaire ? Nous soutenons que la France doit modifier son code pénal et sa procédure pénale pour garantir à toutes les personnes soupçonnées de terrorisme le droit à être défendues, le droit à comprendre clairement les charges qui pèsent contre elles et à faire appel contre une détention provisoire prolongée. Et le fait que cet Algérien musulman est un chercheur brillant installé au cœur du CERN, qui est l'institution de recherche nucléaire la plus célèbre, la plus importante du monde, eh bien, ça attire l'attention, si vous voulez. Mais de priver ce chercheur de tous ses droits de défense, de toutes ses protections juridiques de droits de l'homme, conventionnelles, internationales et nationales, de le faire disparaître pendant 19 mois jusqu'à maintenant dans une prison, alors que dans son dossier, il n'y a pas l'ombre d'une preuve ou l'ombre d'un indice d'une preuve que toutes ces demandes de libération ou même ces demandes d'être jugées sont refusées, ignorées. Ceci est un total scandale. Ce sont des atteintes à des grands principes en matière de justice. Présomption d'innocence, détention préventive qui doit être l'exception et non la règle, droit à un procès équitable, droit de la défense. Bien souvent, les droits de la défense sont également violés, car l'avocat n'a pas accès à toutes les pièces du dossier, ou il a accès à son client au bout d'un certain nombre d'heures. En tout cas, en France, c'est le cas. Actuellement, les lois sur le terrorisme ne donnent pas un accès direct et immédiat de l'avocat à son client. Bref, toutes les atteintes au droit à un juste procès sont aggravées avec les lois antiterroristes. C'est un jeu de maillot tout en noir, l'autre tout en blanc. Non, ce qui se passe, ce qui est arrivé à Aden, ça aurait pu arriver à n'importe qui, ou bien c'était le fruit du hasard, ou bien c'était ciblé. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Là, dans la pièce, personne n'est à l'abri. Mais Aden était un gars très très intelligent. Il a fait des longues études. Il a un diplôme qui court pas les rues. Et il a travaillé dans un domaine très, très, très pointu qui est la physique. Pas reprocher à une personne d'aller sur un site terroriste. Alors déjà, comment tu peux savoir que c'est un site terroriste? C'est pas marqué www terroriste machin. Ça se trouve c'est un forum normal sur, je sais pas, sur l'islam, ça se trouve même sur le sport. Tu peux tomber sur des gens qui sont peut-être dans ce domaine et toi tu peux pas savoir. Donc voilà, même les journalistes quand on regarde, tu mets les infos, ils montrent Ben Laden. Ils sont allés les chercher où ces images sur des sites, on peut dire terroristes. Pourquoi on les arrête pas? Peut-être lui il est allé, moi je suis allé, j'ai des sites d'information. Donc on n'est pas censé savoir que derrière il y a un mec avec une Kalachnikov ou avec une ceinture. On reproche pas aux gens uniquement de s'informer. On reproche aux gens d'échanger des opinions sur Internet. Ouais. C'est-à-dire que là on est dans le délit d'opinion. En gros, il y a des musulmans en France. Les petits monstres, ils sont parmi nous. Nous, on est tous des petits monstres en puissance. Et un gars qui a fait des études, c'est un gros monstre. Je peux pas laisser un mec 600 jours en détention, avec aucune preuve tangible, aucune preuve claire, et nous dire que voilà, il est suspect, donc on le garde autant de jours en prison. Moi, c'est ça la question qu'il faut poser. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on revient, personne n'est à l'abri. On peut laisser quelqu'un en prison 2 ans, voire 3 ans, simplement pour des suspicions.
Et ça rentre dans le cas de généralement que du terrorisme. Et là, on se permet tout et n'importe quoi. Ils savent très bien qu'ils ont rien. Ils savent qu'ils ont rien. Mais pour faire peur aux gens, pour justifier leur salaire, ils sont obligés de dire voilà, on fait l'enquête, mais en fait, il n'y a que du vent, il n'y a rien du tout. Ils n'ont aucune preuve, aucun élément. Mais après, c'est vrai, il faut justifier le salaire. Comme ça, casqué, cagoulé, armé jusque... faut faire peur aux gens en leur disant voilà, on intervient pour vous sécuriser, alors qu'il n'y a rien du tout. Mais c'est le programme du parti aujourd'hui. Au niveau sécurité, il faut qu'ils soient sûrs, il faut assurer les Français, c'est tout politique. Ça leur coûte pas cher. Eux, ils ont fait un coup dans les médias. Ils ont présenté ça. Voici le physicien nucléaire d'Al-Qaïda. Adlen, il a été présenté tour à tour. C'est le gars qui allait faire une attaque nucléaire. C'est le programme nucléaire d'Al-Qaïda. Ensuite, il allait exploser une raffinerie totale à Londres. Et tous les endroits où Adlen est passé, il allait faire quelque chose. Il était à Londres. Quand il était à Londres, son postdoc, bon, il allait attaquer une raffinerie totale. Il a fait sa thèse à Annecy. Bon, il y a le régiment de chasseurs alpins. Et Adlen, avec ses petits bras musclés, il allait attaquer le régiment de chasseurs alpins. C'est n'importe quoi. Adlen a été détenu durant 96 heures dans les locaux de la Direction centrale du renseignement intérieur. Durant cette période, il a été interrogé à 17 reprises, jour et nuit, sans l'assistance d'un avocat. Son avocat n'a pas accès au dossier de la DCRI. Ni lui ni la famille d'Adlen ne savent sur quoi la DCRI fonde ses accusations de terrorisme. Il n'y a toujours pas de procès en vue qui pourrait fournir à Adlen l'occasion de prouver son innocence. Dans les années 1980, la France s'est dotée d'une nouvelle loi antiterroriste. D'autres lois ont été adoptées depuis le 11 septembre 2001. Le législateur mise à la fois sur la prévention et sur la répression, avec des peines rallongées pour les terroristes. Donc c'est une stratégie donc d'anticipation qui est une stratégie qui, bien évidemment, ne se contente pas d'une vague intention criminelle. Il ne suffit pas d'avoir simplement un papier chez soi qui illustrerait peut-être un intérêt pour des mouvements radicaux. Il faut un certain nombre d'éléments qui caractérisent cette possible implication dans une démarche qui peut déboucher sur des actions terroristes. C'est l'association de malfaiteurs à visée terroriste qui est à ce moment-là l'objet d'une investigation par les enquêteurs. La mission des enquêteurs est d'empêcher les attentats avant qu'ils ne surviennent. Or, un acte terroriste est par définition un événement soudain et inattendu. C'est toute la difficulté. Les lois antiterroristes qui ont été adoptées après le 11 septembre 2001 sont à double tranchant. D'un côté, elles donnent un cadre juridique pour agir, pour faire de la prévention. Mais d'un autre côté, nous devons nous interroger sincèrement. Avons-nous les compétences techniques pour éviter une attaque terroriste sophistiquée comme celle du 11 septembre. Actuellement, on sait très bien reconstituer les attaques terroristes, qui a fait quoi et quand. Mais en matière de prévention, le taux de réussite reste modeste. Les communications passées par les terroristes potentiels sont un élément important de la prévention. Les enquêteurs comptent en particulier sur la surveillance de leur navigation Internet pour obtenir des informations concrètes sur les réseaux et les cibles. Internet est devenu un moyen de communication majeur qui facilite les activités du crime organisé et des terroristes. Un nombre croissant de personnes sont victimes de la propagande terroriste et apprennent le métier de terroriste sur Internet. L'émergence d'une société plus ouverte, basée sur Internet, change la nature de la menace terroriste. La sécurité devient un défi plus difficile à relever pour les gouvernements européens.
Le renforcement de l'arsenal juridique antiterroriste devait permettre d'éliminer la menace islamiste après le 11 septembre. C'était sa seule légitimité dans l'opinion publique. Or, il permet aussi de surveiller et de poursuivre d'autres groupes jugés dangereux. On note une recrudescence de l'activité de l'extrême gauche, des anarchistes, mais aussi des défenseurs extrémistes des droits des animaux, ainsi que des terroristes islamistes. Le tableau du terrorisme est donc varié actuellement. Mais en résumé, le terrorisme reste une menace en Europe. Le scénario terroriste en Europe ne se limite pas à la problématique islamiste. En raison de la crise économique et de la dynamique démographique, la menace va malheureusement se déplacer à la fois vers l'extrême gauche et vers l'extrême droite. André Holm vit et travaille à Berlin. Sociologue et militant de gauche, il attire l'attention du Verfassungsschutz, le renseignement intérieur allemand. Il est né à Leipzig, dans l'ex-RDA, en 1970. Il enseigne la sociologie à l'université Humboldt de Berlin. Il est arrêté le 31 juillet 2007 pour participation à un groupement terroriste. Gentrification is in the academic understanding a multidimensional process. It is a physical upgrading of housing stock. This is an economically increase of real estate value. It means displacement and a new composition of social structures. In the last 10 years, I think, many researchers started to analyze the political and administrative contexts of gentrification, and especially Loretta Lees from London argued that gentrification is not only a market-driven process by real estate agents and investors, but it's more an effect of a special urban political decision. La gentrification est un concept de sociologie qui décrit surtout le caractère conflictuel du développement urbain. Il met au premier plan les processus d'éviction qui font suite aux mesures de valorisation de certains quartiers. Pour cette raison, c'est un bon point de départ pour entamer une discussion politique. J'ai été arrêté le 31 juillet 2007 chez moi. Le lendemain, on m'a conduit en hélicoptère devant le juge d'instruction de la Cour fédérale à Karlsruhe. Puis j'ai passé exactement 3 semaines en détention provisoire à Berlin, dans les conditions d'une détention dite exceptionnelle. J'étais placé à l'isolement. J'étais enfermé 23 heures sur 24 dans ma cellule et je ne faisais pas ma promenade avec les autres. Les visites de mon avocate et de mes proches se faisaient derrière une vitre de séparation. On parlait dans un microphone en présence d'un gardien de prison. Pour les visites privées, il y avait en plus des hommes de la police criminelle. Le motif est indiqué dans le mandat d'arrêt que le procureur général a justifié par une série d'arguments. Le fait que j'utilise des concepts qui apparaissent dans les déclarations d'un groupe terroriste, le fait aussi qu'en tant qu'universitaire, j'ai accès à des bibliothèques et que j'ai donc pu mener en toute discrétion des recherches au sujet de ces déclarations, que j'ai une attitude de conspirateur au quotidien parce que je n'ai pas toujours mon téléphone portable sur moi ou que je ne l'allume pas systématiquement. Tous ces arguments étaient très déroutants. Une organisation allemande baptisée Militante Gruppe, groupe militant, a incendié des véhicules de l'armée. Son message de revendication contient des termes savants comme gentrification ou précarisation. Les attentats sont pour elle un moyen légitime de la lutte révolutionnaire. Après ces attentats,
le Verfassungsschutz mène l'enquête et tombe sur des articles d'André Holm qui contiennent les mêmes termes. Il place alors le sociologue sous surveillance. En quoi ces éléments étaient suffisants pour ouvrir une enquête, le dossier ne le dit pas. On ne comprend pas non plus comment les policiers en sont venus à s'intéresser à mes articles et à ceux d'autres auteurs. Tout cela donne à penser qu'on voulait juste un simulacre d'enquête. Mais évidemment, on ne peut pas le prouver. Article 48. Présomption d'innocence et droit de la défense. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. Dans ce cas, comment un universitaire réputé peut-il être considéré comme la tête pensante d'un groupe terroriste du simple fait qu'il utilise les mêmes termes savants? André Holm vit avec la politologue Anne Roth et leurs 2 enfants. La surveillance de sa famille durant plusieurs années, ainsi que l'incarcération de son compagnon, ont modifié le regard d'Anne sur la sécurité intérieure en Allemagne. L'arrestation d'André et toute la procédure juridique ont bouleversé ma vie. Plus rien n'est pareil depuis. Il y a eu comme une cassure. Concrètement, quand André a été arrêté, toute ma vie a basculé. Pendant des mois, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait et de me battre. Des tas de gens me contactaient, souvent pour proposer leur aide, et il fallait que je leur fournisse des informations. Il fallait aussi régler des problèmes triviaux comme l'assurance maladie. Qu'est-ce qui est prévu pour les personnes en détention provisoire? J'étais seule pour m'occuper des enfants. J'ai dû aussi récupérer mon ordinateur que la police avait saisi. Il y avait 1000 petites choses comme cela. Jusqu'à ce que la Cour fédérale suspende le mandat d'arrêt 2 mois plus tard, les questions juridiques m'ont aussi énormément accaparée. Ensuite, j'ai consacré toute une année à écrire des articles sur cette arrestation, sur ce qu'elle avait changé au quotidien, notamment pour nous, les proches, à cause de la surveillance. C'est ce qu'on pourrait appeler les dommages collatéraux. Nous avons beaucoup discuté avec les avocats sur la meilleure manière de rendre l'affaire publique, parce qu'on était convaincus que c'était la seule chose qui pourrait nous aider. Depuis 2006, une manifestation intitulée « La liberté, pas la peur » est organisée chaque année en Allemagne pour réclamer une meilleure protection des données personnelles. En 2010, elle a rassemblé 8000 personnes à Berlin. Les manifestants protestaient contre les méthodes actuelles de surveillance, en particulier la perquisition numérique, la conservation des données, la vidéosurveillance et l'analyse des données par reconnaissance de forme. Im Unterschied zu den meisten hier weiß ich, dass ich überwacht werde. Mehr als durch Vorratsdatenspeicherung, Videokameras, Payback-Karten oder alles erfassende Datensammlungen. Seit 2006 wird gegen meinen Freund André Holm ermittelt. Erst wurde er zum Terroristen gemacht. Nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft soll er nur noch Teil der kriminellen Vereinigung Militante Gruppe gewesen sein und ihre Texte geschrieben haben. 3 Jahre später gibt es keine neuen Erkenntnisse. Aber die Ermittlung dauert bis heute an. Zur Überwachung gehört oder gehörte, das wissen wir nicht, Überwachung von Telefonen und Handys, stille SMS zur Ortung, Videokameras vor und hinter dem Haus, GPS-Peilsender an Autos, Überwachung von E-Mails und besuchten Internetseiten, kleine Lauschangriffe, verdeckte Ermittler. J'ai commencé un blog. Je me disais que cette affaire prenait peut-être des proportions démesurées dans ma tête et qu'en réalité, elle n'intéressait pas plus de 200 ou 300 personnes, même si c'était déjà beaucoup.
Mais de fait, ce blog a intéressé énormément de monde. A posteriori, ce n'est pas très étonnant. C'est une affaire assez sensationnelle. Et c'était la première fois que quelqu'un parlait en direct de sa propre surveillance. Mais au début, je ne savais pas trop si le blog allait marcher. Malgré 3 semaines de détention préventive, André Holm ne sera finalement pas mis en examen. Autrement dit, il n'aura pas l'occasion de prouver son innocence lors d'un procès. Après 3 ans de surveillance, la procédure a été abandonnée et sa détention a été déclarée contraire au droit. Ce type d'arrestation, d'enquête et de placement en détention préventive ne sont possibles que dans le cadre de l'article 129A sur la participation à un groupement terroriste. Or, c'est une notion très floue. On n'a pas besoin de prouver que le suspect fabrique des bombes ou fait des repérages sur un lieu. Il suffit d'affirmer qu'il participe à un groupe que, dans mon cas, la police criminelle elle-même cerne mal et a du mal à définir, aujourd'hui encore. Dans cette affaire, il a suffi de quelques vagues éléments que les enquêteurs ont surinterprétés pour affirmer que j'appartenais à la mouvance d'extrême gauche. À cette époque, je m'investissais beaucoup dans la mobilisation contre le sommet du G8 à Heiligendamm. Les enquêteurs ont mis ces éléments bout à bout et ont déclaré que c'était un faisceau d'indices qui montrait que j'étais peut-être membre d'un groupe terroriste. Adopté en 1976, l'article 129A introduit dans le code pénal allemand une distinction entre l'association de malfaiteurs et l'association de terroristes. L'association de terroristes est répréhensible en soi, sans même qu'un acte punissable par la loi ait été commis. La loi relative à l'Office fédéral de la police criminelle a été modifiée. On y a introduit l'article 4A et les suivants sur la lutte contre la menace terroriste internationale. On nous a donné de nouveaux moyens de lutter contre le terrorisme. Écoute téléphonique, perquisition numérique, mais aussi surveillance des résidences privées. C'est tout nouveau pour nous. Dans le code pénal, 2 articles, le 129A et le 129B, nous autorisent désormais à poursuivre des organisations terroristes étrangères. Et grande nouveauté, la loi réprime maintenant le fait de suivre une formation dans un camp en Afghanistan ou au Pakistan pour apprendre l'art de la guerre et le terrorisme. Il y a aussi une nouvelle loi sur les données antiterroristes. Il y a donc toute une série de dispositions que j'estime très efficaces et qui concernent directement l'office que je dirige. Un tout nouveau centre de lutte antiterroriste facilite les échanges entre la police criminelle, le Verfassungsschutz, chargé du renseignement intérieur, l'Office du renseignement extérieur et le service de contre-espionnage de l'armée. Nous avons créé un centre qui analyse toutes les informations sur le terrorisme international et ses structures. Son travail peut tout à fait déboucher sur des opérations de police qui sont alors menées par les Länder ou par l'Office fédéral de la police criminelle. Depuis le 11 septembre, les services secrets ont gagné en importance dans toute l'Europe. Le Bundesnachrichtendienst allemand se construit même un nouveau siège à Berlin. Le plus important, c'est le renseignement. On a besoin d'informations de qualité provenant d'une multitude de sources, aussi bien policières que publiques, de manière à pouvoir identifier des suspects potentiels. L'une des principales missions d'Europol est de recueillir une masse importante et quotidienne d'informations sur les terroristes et les activités criminelles. Nous avons une centaine d'analystes parmi les mieux formés d'Europe pour éplucher ces informations.
C'est ainsi, par l'examen minutieux des informations et l'usage de méthodes de renseignement analytique sophistiquées, que nous pouvons comprendre où le prochain attentat terroriste pourrait avoir lieu. Seul l'accès aux meilleures sources d'informations nous permet de repérer le prochain complot terroriste. Pour prévenir les actes terroristes, la DCRI française et le Verfassungsschutz allemand recueillent des informations clandestinement. En d'autres termes, les suspects ne savent pas qu'ils sont soupçonnés et encore moins surveillés. Si l'on part du principe qu'après le 11 septembre, il est nécessaire de recueillir des informations de manière clandestine, alors il faut fixer clairement le cadre d'action du Verfassungsschutz, l'Office de renseignement intérieur. Actuellement, ce cadre est beaucoup trop large, principalement parce que le Verfassungsschutz ne fait l'objet d'aucun contrôle. Ni le Parlement ni les tribunaux ne peuvent contrôler ses agissements de manière efficace. La plupart des demandes de renseignements formulées par le Parlement sont rejetées. Pour ce qui est des tribunaux, un représentant du Verfassungsschutz est généralement présent lors des procès, mais il ne fait jamais de grandes révélations. Il se contente de déclarer que le Verfassungsschutz dispose d'informations crédibles sur l'affaire jugée. Mais personne ne peut vérifier ces informations, à commencer par le tribunal. L'un des aspects inquiétants de tout ça, c'est que normalement, c'est le juge qui dirige la police. Dans ce type d'affaires, ce sont souvent les services de police, en particulier, pour parler de la France, les services secrets, la DST ou le SDEC, qui sont des services internes ou externes de renseignement, manipulent les juges parce qu'ils ont finalement beaucoup plus d'informations qu'eux. Et il y a un tel fantasme dans l'opinion publique sur le terrorisme qu'on en arrive à accepter des choses, en particulier ce type d'arrestation massive, qu'on n'accepterait pas dans un procès ordinaire. Avec l'article 421.2.1 du Code pénal sur l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, la France condamne désormais, comme l'Allemagne, la simple intention de commettre un attentat. Association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste is translated into English as criminal association in relation to a terrorist endeavor or enterprise. And this is, ce délit prévu par le Code pénal français est celui qui est retenu le plus souvent. Les personnes mises en examen pour avoir commis un acte terroriste sont très rares. La plupart des personnes poursuivies dans le cadre de la lutte antiterroriste sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Or, ce délit est très flou, mais ce manque de précision est intentionnel parce que toute l'approche française repose sur la prévention. Il ne suffit pas de trouver, par exemple, dans la poche de quelqu'un, un papier qui montrerait un article de journal, qui montrerait un intérêt pour des actes terroristes. Il faut des éléments. Généralement, c'est un ensemble, c'est un faisceau d'éléments qui, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, des armes, des explosifs, des méthodes de fabrication de bombes, des contacts avec des mouvances terroristes, par exemple des déplacements vers des pays, des zones où on sait qu'il y a des actions de formation de terroristes par le monde. Voilà, ce sont des éléments concrets, précis, qui permettent de mettre en œuvre une investigation, une enquête
fondée sur l'association de malfaiteurs à connotation terroriste. I think the case of the Tarnac case, where you had le cas du groupe de Tarnac, ces jeunes Français qui ne sont pas d'origine étrangère et qui ont été accusés d'association de malfaiteurs à visée terroriste, a sensibilisé l'opinion publique française au problème. That raised the issue in the mind of the larger French population. Les cas précédents concernaient des Français